Les circonstances, c'est la guerre froide. Il y a énormément de dissidents en Union soviétique qui sont détenus administrativement et personne n'en parle à l'ONU. Nous sommes des experts indépendants à l'époque, la sous-commission des droits de l'homme, et on décide d'essayer de faire traiter aux Nations Unies la question de la détention administrative des dissidents. Et on s'aperçoit très vite qu'il n'y a pas seulement des détentions administratives, des détentions judiciaires, mais qui sont prononcées par des procès en violation totale des garanties fondamentales du droit à un procès équitable. Et nous décidons, puisque ces garanties ne sont pas respectées, la détention est arbitraire. On a abandonné la notion de détention administrative et on a tout centré sur l'arbitraire, ce qui permet d'avoir les unes comme les autres et d'y introduire par la suite les hôpitaux psychiatriques, les centres de rétention, les camps de rééducation par le travail. Voilà les formes de détention arbitraire qui ont fait l'objet de nos investigations. Quelle histoire, comme dirait l'autre. C'est une expérience très juridique, mais surtout extrêmement émouvante. Je me souviens de mon enquête sur le terrain, qui est le seul organisme qui est habilité à en faire des vraies enquêtes sur des cas individuels. Et on avait décidé d'enquêter en Iran, 2 ans et demi de négociations. C'était le gouvernement d'avant, Rafsanjani, qui était quand même un peu plus ouvert ou moins fermé. Et on arrive à visiter le complexe pénitentiaire de Evin. Et nous savions que dans ce complexe, il y avait une prison secrète. Pendant 2 ans et demi, j'ai interrogé des dissidents à Londres, à Bruxelles, à Genève, à Paris. Et, comme un puzzle, nous avons reconstitué le plan de la prison et, chance inouïe, à la fin, je tombe sur un ancien prisonnier qui était architecte. Et avec tout ça, il a carrément dressé le plan. Et alors, je savais que pour aller de la prison des clercs, la prison religieuse, à cet endroit, il fallait passer par tel escalier. Et la mission se déroule. Et puis, à l'heure de vérité, on se dirige là où le plan nous indiquait que ça devait être là, et on tombe devant une énorme porte, et on m'avait dit, vous verrez, il y a un très gros cadenas. On trouve une grande porte avec un très gros cadenas. Je demande à visiter, on me dit non, c'est un débarras. Bon, ben, je dis, alors très bien, on pourra dire que c'est un débarras. Donc, et puis finalement, 2 heures de discussion, ils ne veulent pas. Alors on dit, bien, on rentre. Alors ils ont cru qu'on rentrait à l'hôtel. Nous, on dit, non, on part à l'aéroport. Vous ne coopérez pas, c'est fini. Alors du coup, tout a changé. Ils ont réussi à ouvrir la porte. Ils ont accepté. Et là, c'était vraiment l'isolement incommunicado total, dans des petites cellules. On a commencé à interroger 1 ou 2 détenus, mais ce n'était pas le but. Et là, il y a 2 pages d'Aran qui débarquent avec des matraques, qui nous disent, mais qu'est-ce que c'est inadmissible, sortez d'ici. Alors il y avait toute la délégation au fond du couloir, là, du ministère de la Justice, ils étaient très gênés. C'était leur problème. Et finalement, nous, le but, c'était de démontrer l'existence de la prison secrète. On n'allait pas exposer les prisonniers, donc on est reparti. Et ça a été un grand moment. Quand vous démontrez qu'un État est menteur, ça vous donne quand même quelques atouts quand vous devez présenter votre rapport devant les États à la Commission des droits de l'homme. C'est un exemple, mais j'en ai eu 1000. Vous savez, le nombre de terroristes que j'ai visités en prison, qui sont venus président de la République et chef d'État, Pepe Mujica, président de l'Uruguay maintenant, ancien Tupamaros, Gusmao, secrétaire général du Fretilin, le mouvement de libération nationale du Timor. J'ai visité en prison, j'ai retrouvé président de la République. Quand la roue de l'histoire tourne et que vous êtes là, j'ai quand même fait 172 prisons, lieux de détention dans le monde.
Et bien souvent, les gens qui étaient en prison ont un destin après qui était totalement pas prévisible dans leurs cellules. La roue de l'histoire tourne et on aide à la faire tourner. Dans le groupe de travail, il y a des visites, des enquêtes, comme je viens de donner un exemple, et on lance des appels urgents. On est alerté, quelqu'un vient d'être arrêté, samedi 17h, dans telle circonstance, des détails ou peu de détails. Généralement, on est alerté par Genève, le Haut Commissariat aux droits de l'homme, et tout de suite, on lance ce qu'on appelle un appel urgent. C'est le début d'un habeas corpus. Dire qu'on interpelle l'État par la voie diplomatique, mais même parfois on double par un appel direct au ministre de l'Intérieur ou de la Justice. Puis on demande de nous expliquer. Alors, c'est pas un habeas corpus parce qu'il n'y a pas une décision d'un juge qui va dire vous devez libérer, mais dès que l'État ou l'autorité qui détient sait qu'il y a une instance de l'ONU qui se penche sur le cas de cette détention, au mieux, on la libère, mais au moins mieux, c'est que la personne détenue, elle, quand elle l'apprend, ça lui donne un courage fondamental. Parce que dans la détention arbitraire, ce que j'ai retenu dans nos visites, il est rare qu'on arrive à faire libérer. Mais le fait qu'on visite les gens, que l'ONU vienne, ça leur donne un courage. Parce que le problème, quand vous êtes détenu arbitrairement, c'est de résister. C'est de résister, c'est pas se dire, non, il y a le procès, il faut résister, s'organiser. Ça, c'était quelque chose de très, très, très important. Et puis, nous avons également eu des circonstances dans lesquelles c'est le personnel des prisons aussi qu'il faut faire évoluer. Moi, c'est comme ancien juge de l'application des peines, ce qui m'a le plus passionné. Parce que je me souviens en Chine, la première fois qu'on débarque, mais c'était le diable, l'ONU. C'était le diable. Et il y avait un accord au sommet avec le gouvernement, mais les gens des prisons, ils ne comprenaient pas. Entre le moment, dans un énorme pays comme celui-là, et ils voient qu'on vient contrôler ce qu'ils font, avec le brassard de l'ONU, on y tient beaucoup, c'était terrible. Et puis, là pour la Chine, on a fait d'abord un voyage précurseur, comme disent les diplomates, pour les habituer, leur montrer comment... Et petit à petit, c'est quand vous arrivez à convaincre le directeur de prison que ça peut se passer autrement que ce qu'il fait, vous avez le début d'une amorce de solution. Mais il y a des cas où on obtient des libérations. Le plus émouvant, parce qu'on en a pleuré, c'était au Bahreïn. Ça a duré près de 3 ans de discussions, de négociations. Il y avait à peu près 3000 exilés et emprisonnés, au moins un bon millier, à la prison de Manama. Le gouvernement, à l'époque, était dans une phase où il avait bien évolué, ce qui n'est pas le cas en ce moment. Et ils ont carrément accepté qu'on coopère pour les aider à sortir de ces milliers de détentions arbitraires. Avec les listes, ça se passait d'ailleurs à l'ambassade à Paris. C'était la première fois une femme qui était ambassadeur dans ce pays. Et on leur a dit, écoutez, on ne fera la visite que quand le problème sera réglé. Comme ça, on pourra faire un rapport en disant l'État a parfaitement coopéré avec l'ONU. Ils ont accepté le deal. Ça a duré en gros 3 années. Mais quand vous retournez là-bas, j'étais avec ma collègue Laïla Zerougui, quand vous retournez là-bas, que vous avez cette prison, on vous fait rentrer, toutes les feuilles des cellules sont ouvertes, il n'y a plus un seul prisonnier. Sauf les 5 dernières cellules, il y avait quelques pauvres Bangladeshis qui étaient en situation irrégulière. On est vraiment très émus. Non, c'est pas très connu, cette instance de l'ONU, mais au bout de temps, on a fait libérer pratiquement les 9/10 des détenus à une époque. Après, il y en a de nouveaux qui reviennent en prison. C'est compliqué, il faut être vigilant tout le temps. Mais voilà des cas très concrets
qui fait que je ne regrette pas qu'on ait eu l'idée de créer ce groupe et que la France est soutenue dès le départ. Ah ben, j'ai un regard évidemment heureux, tout au moins pour la première période. Parce que, comme je dis, l'ère des pionniers est toujours la plus facile. C'est après que la gestion de la victoire est compliquée. Parce que les contradictions apparaissent, on s'en rend bien compte. Mais ça me rend triste de ne plus être dans le nu maintenant. Parce qu'on en a tellement rêvé, tellement rêvé. Tous ces gens que j'ai visités en prison et que je vois maintenant qui sont en train d'essayer de construire le pays, celui-là qui fait la Constitution, celui-là qui est ambassadeur, l'ambassadeur de Tunisie à l'UNESCO, qui était en prison. Enfin, c'est des moments... puis ça, c'est le peuple qui le fait. C'est ça qui est passionnant. Et puis on les aide, on est là pour leur donner le courage de résister et ensuite d'avancer.